Salut à toi et bienvenue. Avant de commencer, je voulais juste te dire merci d'être là. Ce moment, c'est une petite bulle, rien que pour toi, pour te détendre, te laisser porter et doucement glisser vers le sommeil. Et si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à liker cette vidéo ou à t'abonner. Ça m'aide énormément et ça me motive à continuer à te raconter des histoires. Allez, installe-toi bien et bonne écoute. Le taxi s'arrêta dans un crissement de gravier, soulevant un nuage de poussière rousse sous un ciel blafard. Léo resta un instant immobile, la main sur la poignée de la portière, à contempler le village qui s'étendait devant lui. Quelques maisons de pierre, aux volets presque tout clos, semblaient veiller sur la petite place centrale, comme des sentinelles figées dans une attente millénaire. Un vieux puits trônait au milieu, cerclé de mousse, évoquant le cœur assoupi d'une entité oubliée. Léo inspira profondément. L'air sentait la terre humide, le bois, et quelque chose d'indéfinissable, une note verte et ancienne, presque minérale, qui lui glaça le sang. Il y avait dans ce silence une densité étrange, comme si le village retenait son souffle à son arrivée, l'observant. Le chauffeur, un homme massif, au visage buriné, déposa la valise sur le trottoir sans un mot. Il jeta un regard vers les maisons, puis vers Léo, et murmura d'une voix rauque « Vous êtes sûr de vouloir rester ici ?» Léo esquissa un sourire contraint, plus pour se rassurer que pour répondre. « C'est ce que je veux, oui. » Le chauffeur haussa les épaules, remonta dans sa voiture et disparut dans la lumière déclinante, laissant Léo seul avec le village et ce silence qui s'épaississait. Léo s'avança, la valise roulant derrière lui, le cœur battant un peu trop fort. Chaque pas résonnait sur les pavés, brisant l'immobilité et semblait se heurter à un mur invisible. Une vieille femme, silhouette voûtée, referma brusquement ses volets en croisant son regard. Un homme, assis sur un banc, détourna la tête, feignant de s'intéresser à un journal froissé. Seul un enfant, assis au bord du puits, le fixait sans ciller. Il avait les genoux sales, les cheveux en bataille et des yeux d'un bleu presque irréel, d'une intensité troublante. Léo lui adressa un signe de la main. L'enfant ne répondit pas, mais un sourire imperceptible effleura ses lèvres, empreint d'une curieuse mélancolie, avant qu'il ne disparaisse derrière la margelle. La maison que Léo devait occuper se trouvait à l'extrémité du village, un peu à l'écart, adossée à la lisière d'un bois sombre. La clé, lourde et froide, tourna dans la serrure avec un grincement qui résonna dans le couloir obscur. À l'intérieur, l'odeur de poussière et de cire flottait dans l'air, lourde et stagnante. Les meubles recouverts de draps blancs ressemblaient à des fantômes figés dans la pénombre, comme des silhouettes attendant un réveil impossible. Léo posa sa valise, ouvrit une fenêtre. Le vent s'engouffra, soulevant les rideaux avec un soupir lointain des arbres, mais l'air de la pièce ne se rafraîchit pas vraiment. Il s'assit sur le lit, sortit de son sac un carnet à la couverture usée, le caressa du bout des doigts. Sur la première page, une phrase griffonnée, « Ici, recommencer ». Mais Léo sentait déjà que ce ne serait pas si simple. La nuit tomba vite, enveloppant le village d'un voile épais et silencieux. Léo, allongé dans l'obscurité, écouta le silence. Mais ce silence n'était pas vide. Il y avait quelque part un souffle, un frôlement, comme une note de musique à peine audible, portée par le vent, un chuchotement qui semblait venir de l'intérieur des murs. Léo ferma les yeux, le cœur apaisé et inquiet à la fois, sans savoir que ce premier murmure serait le début d'un voyage dont il ne soupçonnait pas la profondeur ni la terreur latente. Léo se releva, le carnet toujours à la main, et alluma la petite lampe de chevet. Sa lumière jaune et vacillante chassa un peu l'obscurité, mais ne parvint pas à dissiper l'impression que la maison était une entité à part entière, pleine de souvenirs et de secrets inavoués. Il posa le carnet sur la table de nuit et décida d'explorer, malgré l'appréhension grandissante. Le rez-de-chaussée était vaste et froid, l'air y était plus lourd. Dans le salon, les draps blancs recouvraient des meubles massifs, des tableaux au cadre sombre dont les formes semblaient le dévisager. Léo souleva un coin de tissu sur une commode. Le bois était lisse et froid sous ses doigts, et une légère odeur de cire d'abeille s'en dégagea, mêlée à une senteur plus âcre, indéfinissable. Sur le mur, une tache plus claire révélait l'emplacement d'un tableau décroché, comme une blessure béante sur la mémoire du lieu.
La cuisine, plus petite, sentait le renfermer, une odeur de moisissure et de stagnation. Une vieille gazinière trônait au centre, et sur le rebord de la fenêtre, une plante desséchée se recroquevillait dans un pot en terre cuite, comme une chose oubliée, abandonnée. Léo l'arrosa, sentant une étrange envie de prendre soin de ce lieu, de lui redonner vie, mais aussi une pointe de malaise. En remontant l'escalier en bois qui craquait sous ses pas, Léo sentit le froid s'intensifier, comme une main glacée qui le saisissait. À l'étage, les portes étaient toutes closes. Il en ouvrit une au hasard. C'était une chambre d'enfant, figée dans le temps, comme si ses occupants étaient partis en hâte. Un petit lit en fer forgé, une armoire à moitié ouverte, et sur une étagère, une boîte à musique en bois, recouverte d'une fine couche de poussière. Léo la prit délicatement. Elle était lourde, et le bois sculpté de motifs floraux était doux sous ses doigts. Il tenta de l'ouvrir, mais le mécanisme semblait bloqué. Il la reposa, un frisson parcourant son échine. Qui avait dormi ici? Et pourquoi tout semblait-il avoir été laissé en l'état, comme si les habitants étaient partis en hâte, sans jamais revenir? Léo sentit une présence, un regard invisible sur lui. De retour dans sa chambre, Léo s'allongea. Le silence était revenu, plus profond encore après cette exploration, un silence qui n'était pas vide mais chargé. Il ferma les yeux, le corps lourd de fatigue, mais l'esprit agité par les images de la maison. Les draps blancs, la tache sur le mur, la boîte à musique. Puis il l'entendit de nouveau. Un murmure, plus distinct cette fois. Ce n'était pas le vent, c'était une mélodie à peine perceptible, comme si elle venait de très loin ou de très profond, d'un lieu enfoui. Une suite de notes douces, répétitives, qui semblaient s'enrouler autour de lui, l'invitant à écouter, à se perdre. Léo tendit l'oreille, le souffle coupé. La mélodie s'estompa, puis revint, plus claire, avant de s'évanouir complètement dans le silence de la nuit, le laissant dans l'incertitude. Léo resta éveillé un long moment, le regard fixé sur le plafond sombre. Ce n'était pas un rêve, c'était réel. Et cela ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais entendu, une musique d'outre-monde. Un mélange de curiosité et d'une légère appréhension l'envahit. Ce village n'était pas seulement silencieux, il était vivant, d'une vie que Léo commençait à peine à percevoir, une vie cachée et potentiellement menaçante. Le matin s'installa sur le village comme un voile de brume, teinté d'une lumière grise. Léo ouvrit les yeux, encore enveloppé par la sensation étrange de la nuit. La mélodie, si ténue, résonnait encore dans sa mémoire, comme un rêve dont on ne parvient pas à se défaire, une obsession. Après un café rapide dans la cuisine glaciale, Léo décida de sortir. L'air était vif, chargé d'humidité, et le village semblait encore endormi ou mort. Les volets étaient toujours clos, les rues désertes. Seul le puits, au centre de la place, semblait veiller, immuable, comme un œil dans le vide. En s'approchant, Léo croisa la vieille femme de la veille. Elle portait un châle gris, serré autour de ses épaules, et avançait à petits pas, un panier au bras. Son visage était marqué par les années, mais ses yeux, d'un bleu pâle, étaient vifs et inquisiteurs, d'une acuité troublante. Elle s'arrêta, le fixa sans détour. « Vous êtes le nouveau », murmura-t-elle, sans sourire, sa voix rauque comme le frottement de vieilles pierres. Léo hocha la tête, mal à l'aise sous ce regard perçant. « Je m'appelle Léo. »« On n'a pas besoin de gens qui posent des questions ici, » dit-elle, la voix basse mais ferme, avec une menace sous-jacente. Elle tourna les talons, s'éloigna sans un mot de plus, laissant derrière elle une odeur de lavande et de terre mouillée et un sentiment de malaise persistant. Un peu plus loin, un homme d'une 50aine d'années, grand, le visage buriné, réparait la roue d'une vieille charrette. Il leva à peine les yeux, mais son ton était moins dur, presque résigné, comme s'il portait une lourde peine. « Vous cherchez quelque chose ?»« Non, je me promène, » répondit Léo. L'homme haussa les épaules, un sourire triste au coin des lèvres. « Ici, on ne trouve pas grand-chose, sauf peut-être le silence, et ce qu'il cache. » Léo continua sa marche, troublé par l'accueil glacial du village. Pourtant, il sentait que derrière ses regards fermés, il y avait autre chose. De la peur, une profonde tristesse et des secrets bien gardés. C'est alors qu'il aperçut Augustin, assis sur le rebord du puits, les jambes ballantes, les yeux fixés sur lui, d'une intensité inhabituelle. Léo s'approcha, tentant un sourire. « Salut !» dit-il doucement. Augustin ne répondit pas tout de suite.
Il avait ce regard étrange, à la fois grave et malicieux, qui semblait tout voir sans rien dire, comme s'il possédait une connaissance au-delà de son âge. Finalement, il murmura « Tu as entendu, toi aussi ?» Léo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il s'accroupit pour être à la hauteur d'Augustin. « Entendu quoi ?» Augustin détourna les yeux, fixant la margelle du puits. « La chanson. La nuit, elle vient. » Mais personne ne veut l'écouter. Il ajouta, d'une voix basse et pleine de conviction, « Ils disent que c'est le vent ou les souvenirs. Mais moi, je sais que c'est autre chose. C'est l'appel. » Avant que Léo ne puisse répondre, Augustin se leva d'un bond, prêt à s'enfuir. « Attends, comment tu t'appelles » L'enfant hésita, puis répondit à voix basse, « Augustin. » Il disparut dans une ruelle aussi furtive qu'une ombre, laissant Léo seul avec ses questions. Léo resta un instant immobile, troublé. Il se redressa, balayant la place du regard. Un troisième personnage, un homme trapu, à la barbe poivre et sel, le regarda longuement depuis le seuil de sa maison, puis referma sa porte sans un mot, comme pour sceller un secret. Léo décida de marcher un peu, longeant les ruelles étroites, effleurant les murs de pierre couverts de lichen. À chaque pas, il avait l'impression d'être observé, d'être attendu, comme si le village tout entier était une entité consciente qui l'épiait. Au détour d'un chemin, il découvrit un petit jardin envahi par les herbes folles, comme une mémoire abandonnée. Au centre, un banc de bois moussu. Sur le banc, un objet attira son regard, un petit carnet à la couverture de cuir, usé par le temps, semblant attendre d'être trouvé. Léo le prit délicatement. À l'intérieur, des pages couvertes d'une écriture enfantine, des dessins de notes de musique, de puits, d'arbres, de visages sans bouche, des visages muets et vides. Sur la première page, un prénom, Augustin. Léo sentit un frisson. Ce carnet semblait l'attendre, posé là comme un message, un avertissement. Il le feuilleta, intrigué par les dessins et les mots griffonnés, certains barrés, d'autres entourés, comme des tentatives désespérées de communiquer. Au fond du jardin, le vent se leva, faisant frissonner les arbres et emportant avec lui un murmure. Un murmure, à peine audible, s'éleva, semblant répondre à la mélodie dessinée sur le papier. Léo comprit alors qu'il n'était pas venu ici par hasard. Le village, la maison, le carnet, tout était lié et il faisait partie d'un plan qu'il ne comprenait pas encore. Et il était prêt à écouter, même si ce qu'il entendrait était terrifiant. Le soleil était déjà haut lorsque Léo referma la porte de la maison, le carnet d'Augustin serré contre lui. La nuit et la matinée avaient laissé en lui une tension étrange, un mélange d'excitation et d'appréhension, de curiosité et de peur. Il sentait que le village l'observait, qu'il était devenu, malgré lui, un élément perturbateur dans l'équilibre silencieux de ce lieu, un intrus que l'on craignait. Sur la place, le puits projetait une ombre longue et menaçante sur les pavés. Léo s'y arrêta, relisant une page du carnet. Un dessin d'arbre, des notes de musique et en bas, une phrase maladroite. « Écouter, c'est comprendre. Mais parfois, comprendre, c'est sombrer. » Il leva les yeux. La vieille femme au châle gris, croisée la veille, était assise sur un banc, les mains jointes sur son panier. Elle le fixait, sans animosité mais sans chaleur non plus, son regard perçant l'analysant. Léo s'approcha, hésitant. « Bonjour », dit-il doucement. Elle ne répondit pas tout de suite, se contentant de tapoter le rebord de son panier du bout des doigts. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?» Sa voix était sèche. Léo montra le carnet. « Je ne sais pas encore ce que je cherche, mais ce carnet, il appartient à Augustin, non ?» Un éclair passa dans les yeux de la vieille femme. « Augustin, il traîne toujours là où il ne faut pas. Il pose trop de questions, comme vous. » Elle marqua une pause, puis ajouta plus bas d'une voix lourde de sens. « Ici, on vit avec le silence. On ne le dérange pas. Jamais. » Léo sentit la distance, la méfiance, mais aussi une forme de tristesse et de résignation dans la voix de la vieille femme. « Pourquoi ce silence ?» Elle détourna le regard, fixant le puits. « Il y a des choses qu'il vaut mieux oublier. Les souvenirs, parfois, font plus de bruit que les vivants, et ils attirent ce qui dort. » Un homme s'approcha, celui à la barbe poivre et sel aperçu la veille. Il portait une veste élimée, les mains dans les poches, le regard dur mais fatigué. « Vous êtes l'étranger », lança-t-il sans préambule, sa voix râpeuse. Léo hocha la tête. « Je m'appelle Léo. Ici, on n'aime pas les étrangers qui fouillent dans le passé, » dit-il, son ton chargé d'une menace à peine voilée. La vieille femme intervint. «
d'une voix plus douce, mais empreinte d'avertissement. « Laisse-le. Paul, il ne sait pas, pas encore. » Paul haussa les épaules, mais son regard restait fixé sur Léo, comme s'il cherchait à lire en lui, à percer ses intentions. Un silence pesant s'installa, empli d'une tension palpable. Léo sentit le poids de leur histoire, de leurs secrets, et comprit que le village n'était pas seulement replié sur lui-même par habitude, mais par nécessité, par une peur profonde qui les maintenait dans l'inertie. Il s'éloigna, le carnet toujours en main, et s'enfonça dans les ruelles, sentant les regards sur son dos. Les maisons semblaient se refermer sur son passage. Derrière les rideaux, il devinait des regards furtifs, des chuchotements étouffés, des murmures inquiets. Il s'arrêta devant une porte entr'ouverte d'où s'échappait une odeur de soupe et de bois brûlé. Une voix d'homme, grave, résonna à l'intérieur. « Il vaudrait mieux qu'il parte, celui-là. Il va tout réveiller. » Une femme répondit, plus douce, « Mais empreinte de fatalité. Il ne sait pas. Il cherche juste à comprendre. Et ce qui doit arriver arrivera. » Léo poursuivit sa marche, le cœur serré. Il se sentait à la fois rejeté et attiré, comme si le village voulait le repousser tout en lui tendant des indices, des bribes d'un mystère qu'il était destiné à percer. Au détour d'une ruelle, il retrouva Augustin, accroupi près d'un arbre, en train de dessiner dans la terre avec un bâton. « Tu es revenu ?» dit l'enfant sans lever les yeux, sa voix presque un reproche. « J'ai trouvé ton carnet, Augustin, » dit Léo. Augustin releva la tête, un sourire timide sur les lèvres, teinté d'une lueur étrange. « Tu as vu les dessins ? » ?»« Oui, ils sont beaux, mais pourquoi ces notes de musique, ces arbres, ces visages sans bouche ?» Augustin haussa les épaules. « C'est ce que j'entends la nuit. Les arbres chantent, mais personne ne veut écouter. Les gens ici, ils ont oublié comment parler, comment chanter. Ils se sont tus pour ne pas l'attirer. » Il traça un cercle autour d'un caillou, puis planta son bâton au centre. « Toi, tu entends, non ?» Léo hésita, puis acquiesça, une pointe de malaise. « Oui, j'ai entendu une mélodie cette nuit. » Augustin sourit, les yeux brillants d'une intensité presque malsaine. « Alors tu peux m'aider. Il faut retrouver la chanson, la vraie. Sinon, le village restera muet, ou pire. » « Comment ?» Augustin se leva d'un bond, essuya ses mains sur son pantalon. « Viens, je vais te montrer quelque chose. » Ils traversèrent le village, longeant les murs couverts de mousse, jusqu'à une petite maison à l'écart, presque cachée sous les branches d'un vieux tilleul qui semblait veiller sur elle. Augustin frappa à la porte, 3 coups brefs et précis. Une voix rauque répondit « Entre, Augustin !» À l'intérieur, la lumière était tamisée, filtrée par des rideaux épais, créant une atmosphère étouffante. Une odeur de cire et de vieux papier flottait dans l'air, mais aussi quelque chose d'autre. Une odeur de renfermé, de temps figé. Assise dans un fauteuil, une femme âgée, les cheveux blancs relevés en chignon, les yeux vifs derrière des lunettes épaisses, les attendait, son regard fixe et profond. « C'est toi, le nouveau !» dit-elle sans préambule, sa voix résonnant étrangement dans la pièce. Léo s'inclina légèrement. « Je m'appelle Léo. Moi, c'est Madeleine. Ici, tout le monde m'appelle la mémoire, mais une mémoire qui pèse. » Elle désigna une chaise. « Assieds-toi. Augustin, va chercher la boîte. » Augustin s'exécuta, fouillant dans une armoire sombre. Il en sortit une petite boîte en bois, ornée de motifs gravés, qui semblait très ancienne. Madeleine l'ouvrit, révélant des papiers jaunis, des photos anciennes et un petit harmonica terni par le temps, comme s'il n'avait pas été touché depuis des décennies. « Ici, tout le monde a oublié la musique, » dit-elle en caressant l'harmonica, une mélancolie profonde dans la voix. Mais il fut un temps où le village chantait, où chaque maison avait sa mélodie, avant que le silence ne devienne une prison. Elle tendit la photo à Léo, 2 enfants assis sous le grand tilleul, un harmonica posé entre eux, des sourires timides, presque forcés. C'était nous. Augustin regarda la photo, fasciné, une ombre passant sur son visage. « Tu crois qu'il est encore là, quelque part, qu'il chante toujours ?» Madeleine haussa les épaules, les yeux embués. Mais son regard était fixe. « Parfois, la nuit, j'entends notre air, comme un écho. Peut-être qu'il attend qu'on le retrouve, qu'on rejoue la chanson, qu'on le rejoigne. » Le lendemain matin, Léo se réveilla avec une détermination nouvelle. Le carnet d'Augustin, le médaillon de Madeleine, le journal de Gabriel, tout semblait l'appeler à poursuivre sa quête. Il fallait percer le mystère de la chanson,
comprendre ce que le village avait enfoui sous des décennies de silence. Il sortit, le carnet en main. Augustin était là, debout dans la lumière blafarde du réverbère, le visage grave, presque spectral. Léo s'approcha. « Tu as des choses à me dire ?» L'enfant ne répondit pas tout de suite, les yeux fixés sur le puits. « Je rêve que le village se noie dans le silence, que plus personne ne se souvient de rien, que les âmes partent pour de bon. » Sa voix était un murmure, étrangement grave. Léo sentit un frisson. « Et la chanson? Elle peut empêcher ça ?» Augustin hocha la tête, les yeux brillants d'une étrange certitude. « La chanson? Elle se souvient. Et si on la joue, elle nous rappellera. Mais il faut tout retrouver. » Il ouvrit le carnet, montrant un dessin du tilleul. « C'est là. La promesse est là-bas. » Ils rejoignirent Madeleine dans sa petite maison. Elle les attendait, assise dans son fauteuil, le visage marqué par l'âge, mais son regard était d'une vivacité troublante. Léo posa le carnet de Gabriel sur la table. « Madeleine, votre frère, il a écrit sur la musique. Et le silence. » Elle ferma les yeux, une expression de douleur traversant son visage. Gabriel, il était si jeune, il aimait la musique plus que tout. Elle ouvrit les yeux, les larmes au bord des paupières, mais sa voix restait ferme. Quand il a disparu, le village s'est refermé. Personne n'a voulu en parler, comme si le silence pouvait effacer l'absence. Elle caressa le carnet. « Mais nous savons. Il a été attiré par la musique. » Elle baissa la voix. Après ça, le silence est tombé sur le village. Un silence imposé. Les gens ont cessé de chanter, de se parler, de se souvenir. Chacun a gardé sa peine pour lui, et le secret, pour se protéger. Augustin s'approcha, posa une petite main sur celle de Madeleine. Mais il n'est pas parti, n'est-ce pas? Il est encore là avec la chanson. Madeleine hésita, puis ses yeux se fixèrent sur Léo, d'une intensité nouvelle. Peut-être qu'il attend qu'on le retrouve, qu'on rejoue la chanson, qu'on le rejoigne. Elle tendit à Léo un petit médaillon en argent, terni par le temps. Dessus, un symbole gravé, 2 cercles entrelacés. C'était le sien. Mon frère le portait toujours. Il disait que c'était le symbole de l'harmonie, du lien entre les choses visibles et invisibles. Elle caressa le bijou du bout des doigts, un sourire triste sur les lèvres. Maintenant, il est à toi, pour te guider. Léo prit le médaillon, le fit tourner entre ses doigts. Il était étrangement froid. Pourquoi me le donner à moi? Madeleine le fixa, un sourire triste sur les lèvres, un sourire de fatalité, parce que tu entends, parce que tu n'as pas peur d'écouter ce que les autres fuient, mais surtout parce que tu es étranger. Tu n'es pas encore lié au village. Elle posa une main sur l'épaule de Léo. Sa prise était surprenamment forte. Le silence protège, mais il enferme aussi. Parfois, il faut du courage pour briser le cercle. Et parfois, le prix est terrible. Léo ouvrit le carnet de Gabriel. Des pages entières étaient remplies de notes de musique, de paroles inachevées et de dessins du tilleul, du puits, des symboles gravés sur le médaillon. Sur une page, une phrase était écrite en grosses lettres, comme un avertissement. La musique ne meurt jamais. Elle attend qu'on la réveille, et une fois réveillée, elle prend son dû. Un long silence s'installa, lourd de sens, empli des murmures de la nuit. On n'entendait que le crépitement de la bougie, le souffle du vent contre les volets, qui semblait chanter une complainte. Augustin serra le carnet contre lui, les yeux brillants, d'une excitation qui frisait l'étrangeté. « On va la retrouver, ta chanson, Madeleine. On va faire chanter le village. On va le réveiller. » La vieille femme sourit, une larme roulant sur sa joue ridée, une larme d'espoir et de résignation. Peut-être que c'est ce qu'il fallait. Quelqu'un d'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas peur du silence, ou qui ne le craint pas assez. Léo sentit le poids du médaillon dans sa main, la chaleur de la confiance de Madeleine, la détermination inébranlable d'Augustin. Il comprit qu'il n'était plus seulement un visiteur, il était devenu le dépositaire d'une histoire, d'une blessure ancienne et d'un espoir fragile, mais aussi le pion d'un jeu plus grand. En repartant avec Augustin, la nuit leur parut moins froide, mais plus présente. Sur la place, le vent s'était levé, portant avec lui un fragment de mélodie, plus clair, plus insistant, comme un appel. Léo ferma les yeux, écouta. Il savait désormais que la musique du village n'était pas perdue. Elle attendait, tapie dans le silence, que quelqu'un ose l'entendre. Mais il savait aussi, au fond de lui, que cette musique avait un prix que le village avait payé autrefois,
et qu'il allait peut-être devoir payer à nouveau. Le lendemain, le village s'éveilla sous un ciel de plomb, annonçant une journée lourde de révélations. Léo n'avait presque pas dormi. La confession de Madeleine, la photo du frère disparu, le poids du médaillon, tout tournait dans sa tête, formant un tableau de plus en plus sombre. Il sentait que quelque chose avait bougé, que le silence du village était sur le point de se fissurer, de laisser échapper ce qu'il contenait. Augustin l'attendait devant la maison, le carnet serré contre lui, les yeux brillants d'une impatience fébrile, presque dangereuse. « On commence aujourd'hui » Léo hocha la tête, une certaine appréhension. « Oui, on va chercher les traces de la chanson, les vraies. » Augustin sourit, soulagé de ne pas être seul dans cette quête qui semblait l'absorber entièrement. Ils commencèrent par la place du village. Léo observa le puits, le tilleul, les maisons aux volets clos qui semblaient les regarder. Il se souvint des mots de Madeleine, chaque maison avait sa mélodie. Il proposa à Augustin de visiter les lieux marqués dans le carnet. Le vieux moulin, la chapelle abandonnée, la clairière derrière le cimetière, des lieux où l'écho du passé serait le plus fort. Le moulin était envahi par les ronces, comme une blessure béante dans le paysage. À l'intérieur, la lumière filtrait à travers les lattes disjointes, dessinant des motifs mouvants sur le sol, des ombres fantomatiques. Augustin trouva, coincé sous une pierre, un morceau de papier jauni, comme s'il l'avait su d'avance. Léo le déplia. C'était un fragment de partition griffonné à la hâte, avec des mots effacés. « Quand le vent se lève, écoute la voix du tilleul, et ne réponds jamais. » Le dernier fragment était presque illisible, comme s'il avait été effacé volontairement. Ils poursuivirent vers la chapelle. Les vitraux brisés laissaient entrer un air froid, qui leur glaçait les os. Sur l'autel, une boîte à musique sans clé, qui semblait attendre d'être réactivée. Léo la prit, la secoua doucement, un tintement, puis le silence, plus profond que jamais. Augustin, lui, découvrit une inscription gravée sur le bois du banc. Ici, la promesse a été faite, la promesse du silence. La tension montait. À chaque découverte, Léo sentit le village s'ouvrir, mais aussi résister, comme si une force invisible voulait les empêcher d'aller plus loin, de percer le voile. Dans la clairière, derrière le cimetière, le vent soufflait fort, un vent qui semblait murmurer des avertissements. Le tilleul, immense, dressait ses branches nues vers le ciel, comme des bras implorants ou menaçants. Léo s'approcha, le médaillon serré dans la main, il était d'une froideur étrange. Il sentit une vibration, un frisson parcourir l'air, un écho de la mélodie de la veille. Augustin s'agenouilla, cherchant dans l'herbe, comme s'il était guidé par une force invisible. Il trouva une pierre plate, gravée d'un symbole, 2 cercles entrelacés, le même motif que sur le médaillon de Madeleine, mais Léo sentit que leur signification était plus sinistre. Léo s'assit au pied de l'arbre, ferma les yeux, écouta. Le vent d'abord, puis un souffle plus doux comme une voix lointaine et plaintive. Il sortit l'harmonica, souffla une note, le son résonna, se mêla au vent, et l'espace d'un instant, Léo crut entendre une réponse, une mélodie fragile, inachevée, qui semblait venir du cœur même de l'arbre ou de quelque chose d'emprisonné en lui. Augustin le regardait, fasciné, ses yeux d'un bleu irréel. « Tu l'entends, toi aussi ?» Léo ouvrit les yeux, bouleversé, une peur sourde grandissant en lui. « Oui, mais ce n'est pas fini. Il manque quelque chose d'essentiel. » Ils restèrent là, longtemps, à écouter, à chercher d'autres indices, sentant la présence grandir autour d'eux. Avant de repartir, Léo grava dans son carnet les notes qu'il avait perçues, les mots entendus dans le souffle du vent, des mots qui résonnaient comme une prophétie. Sur le chemin du retour, ils croisèrent Paul, l'homme à la barbe poivre et sel. Il les observa, méfiant, puis s'approcha, son visage sombre. « Vous fouillez où il ne faut pas » lança-t-il, la voix dure et pleine d'avertissement. Léo soutint son regard. « On cherche à comprendre. » Paul hésita, puis baissa les yeux, une expression de lassitude et de peur. Parfois, il vaut mieux laisser le passé où il est. Ce qu'on réveille ne peut pas être enfermé à nouveau. Mais dans sa voix, il y avait moins de colère, plus de résignation, comme s'il portait lui aussi le poids du silence, mais aussi le fardeau d'une connaissance terrifiante. De retour chez Madeleine, ils lui montrèrent la partition, la boîte à musique, la pierre gravée. La vieille femme les écouta, émue, mais son émotion était teintée de crainte. « Vous avez trouvé les fragments,
Il vous reste à les assembler et à en subir les conséquences. Elle leur tendit un vieux cahier, relié de cuir. Son toucher était froid comme la mort. C'est le journal de mon frère. Je n'ai jamais eu le courage de le lire. Peut-être que vous saurez. Vous saurez ce qu'il a vraiment vu. Léo ouvrit le cahier. Sur la première page, une phrase tracée d'une main tremblante. La musique ne meurt jamais. Elle attend qu'on la réveille, et une fois réveillée, elle prend son dû. Il sentit une chaleur monter en lui, une certitude glaçante. Ils avaient réveillé quelque chose d'essentiel, brisé le cercle du silence. Mais il savait aussi que tout n'était pas fini. Le message du frère disparu n'était pas seulement une mélodie, mais une convocation. Et le village allait maintenant devoir rassembler ses habitants autour de cette harmonie retrouvée, ou plutôt autour de cette entité réveillée. La nuit tomba sur le village, mais cette fois, Léo n'avait plus peur du silence, mais de ce qu'il contenait, de ce qu'il était sur le point de libérer. Il savait qu'il était porteur d'une histoire, d'une mission, et que la suite ne dépendait plus que de lui, d'Augustin, et de ceux qui accepteraient d'ouvrir à nouveau leur cœur et de faire face à la vérité. Le vent s'était levé sur le village, charriant des nuages lourds qui filaient bas sur les toits, comme des ombres menaçantes. Toute la journée, Léo avait eu l'impression d'être suivi du regard. Derrière chaque rideau, chaque porte entr'ouverte, il sentait la présence des habitants, non plus seulement inquiets ou méfiants, mais emplis d'une peur nouvelle, d'une attente silencieuse. Augustin, lui, semblait plus fébrile que jamais, ses yeux d'un bleu trop vif, presque étranger. Il n'arrêtait pas de tourner les pages du journal du frère de Madeleine, cherchant un indice, une clé, quelque chose qui leur permettrait de reconstituer la mélodie perdue, la mélodie interdite. En fin d'après-midi, ils se retrouvèrent chez Madeleine. La vieille femme les attendait, assise près de la fenêtre, le regard perdu dans la lumière grise, ses traits tirés par l'angoisse. « Vous avez trouvé ?» demanda-t-elle d'une voix lasse, à peine audible. Léo hocha la tête, posa sur la table la partition, la boîte à musique, la pierre gravée et le journal, des objets qui semblaient rayonner d'une énergie sombre. « On a presque tout, mais il manque encore un morceau. » Augustin montra une page du journal où une phrase revenait sans cesse, comme un refrain obsédant. « C'est sous le tilleul, à la nuit tombée, que la vérité se révèle. Et ce qui se révèle ne peut être ignoré. » Madeleine ferma les yeux, un sourire triste sur les lèvres, un sourire qui ne cachait plus la terreur. C'était notre endroit secret, à mon frère et moi. Le tilleul, il disait toujours que les arbres se souviennent de tout, et qu'ils ne gardent pas les secrets. La nuit tomba, lourde et opaque, une obscurité oppressante qui enveloppa le village. Léo sentit la tension monter dans le village. Des portes claquaient, des voix basses murmuraient dans les ruelles, des silhouettes furtives se déplaçaient. Augustin, blême, serrait le carnet contre lui, tremblant. « Tu crois qu'on doit y aller ?» Léo acquiesça, le cœur battant la chamade, sentant la fatalité de l'instant. « C'est le moment. Si on attend, on n'aura jamais le courage. Et la chanson, elle nous trouvera. » Ils sortirent dans la nuit, le médaillon de Madeleine serré dans la main de Léo, glacé contre sa paume, la boîte à musique dans la poche d'Augustin qui vibrait légèrement. Le village semblait retenir son souffle, comme un animal traqué. Sur la place, Paul les observa depuis l'ombre, sans un mot, son visage ravagé par la peur. La vieille femme au châle gris, croisé les premiers jours, ferma sa porte d'un geste sec. Mais Léo crut voir une lueur d'inquiétude et de regret dans ses yeux, comme un avertissement silencieux. Ils traversèrent le cimetière, la lumière de leurs lampes vacillant sur les pierres moussues, des ombres se tordant sur les tombes. Le tilleul, immense, se dressait dans la clairière, ses branches noires découpées sur le ciel comme les doigts d'un monstre. Léo s'agenouilla au pied de l'arbre, posa la main sur l'écorce qui lui sembla vibrer. Il sentit une vibration, un souffle comme un battement de cœur, lent et profond. Augustin ouvrit la boîte à musique, la remonta. Un air hésitant s'éleva, fragile, inachevé, un son qui sembla déchirer le tissu de la nuit. Léo sortit l'harmonica, souffla la première note de la mélodie retrouvée. Le vent s'arrêta, le silence devint total, un silence assourdissant, lourd d'une présence. Alors quelque chose se produisit. Une voix, d'abord lointaine, puis plus claire, s'éleva dans la nuit, semblant venir de l'arbre lui-même, des profondeurs de la terre.
Ce n'était ni celle de Léo, ni celle d'Augustin, ni même celle de Madeleine. C'était une voix d'enfant, pure, mais d'une pureté glaçante, qui chantait la chanson oubliée, la chanson interdite. Les branches du tilleul frémirent, la terre sembla vibrer sous leurs pieds, et une odeur de terre humide et de pourriture remonta du sol. Augustin, les larmes aux yeux, murmura, sa voix à peine audible, « C'est lui. C'est le frère de Madeleine. Il n'est jamais parti. » La mélodie monta, enveloppa la clairière, se répandit dans le village, un appel irrésistible. Derrière eux, des portes s'ouvrirent, des silhouettes s'avancèrent, attirées par la musique, des figures blêmes et silencieuses. Paul, la vieille femme au châle, d'autres habitants, tous figés, bouleversés, mais avec une expression de reconnaissance effrayante dans les yeux, comme s'ils s'éveillaient d'un long sommeil. Madeleine arriva, soutenue par une canne, les yeux brillants de larmes, des larmes de soulagement et d'horreur. « Tu es revenu, » murmura-t-elle, non pas à Léo, mais à l'arbre, à l'échaud. La voix s'éteignit doucement, laissant place à un silence apaisé, différent de celui qui pesait sur le village depuis tant d'années, un silence qui n'était plus celui de l'absence, mais de la complétude. Léo sentit une chaleur l'envahir, une certitude glaçante. Ils avaient réveillé quelque chose d'essentiel, brisé le cercle du silence. Mais il savait aussi que tout n'était pas fini. Le message du frère disparu n'était pas seulement une mélodie, mais une convocation. Et le village allait maintenant devoir rassembler ses habitants autour de cette harmonie retrouvée, ou plutôt autour de cette entité réveillée. Sur le chemin du retour, Augustin serra la main de Léo. Sa prise était froide et étrange. « Tu crois qu'on pourra vraiment changer les choses ?» Léo sourit, fatigué, mais empli d'une nouvelle terreur. On a déjà commencé. La nuit, cette fois, ne leur fit plus peur. Ils savaient que la musique était revenue et qu'elle n'attendait plus qu'eux pour renaître. Mais ils ne savaient pas ce qu'elle exigerait en retour. Le matin qui suivit la fête fut différent de tous les autres. Un souffle nouveau semblait parcourir le village. L'air était plus léger, les couleurs plus vives, et même le silence avait changé de nature. Il était désormais teinté d'une rumeur constante, presque imperceptible. Léo se réveilla tôt, le cœur battant encore au rythme de la mélodie entendue sous le tilleul, une mélodie qui résonnait désormais dans ses propres veines. Il ouvrit la fenêtre. Sur la place, Augustin l'attendait déjà, assis sur la margelle du puits, le visage illuminé d'un sourire qu'il n'avait jamais vu chez lui, un sourire large, presque trop large. « Tu as entendu ?» demanda l'enfant, à peine Léo eut-il mis le pied dehors. « Oui » répondit Léo, la voix encore chargée d'émotion, mais aussi d'une étrange fascination. « Je crois que tout le monde a entendu. » Ils marchèrent ensemble dans les ruelles, découvrant un village en éveil, mais un éveil qui ressemblait davantage à une transe. Les volets s'ouvraient, des voix s'élevaient, timides d'abord, puis plus assurées, des voix qui chantaient à l'unisson une mélodie indéfinissable. Sur le pas de sa porte, la vieille femme au châle gris les observa longuement, puis, pour la première fois, leur adressa un signe de tête, ses yeux dénués de toute expression. « Vous avez réveillé quelque chose », murmura-t-elle, sa voix monocorde. « Je croyais que c'était perdu à jamais. » Ses paroles étaient dénuées de joie, empreintes d'une reconnaissance vide. Mais tout le monde n'était pas prêt à accueillir ce changement, ou plutôt à s'y soumettre. Léo et Augustin décidèrent d'aller frapper aux portes, un à un. Chez les Morel, un couple âgé, la porte s'ouvrit à peine, laissant passer un filet de voix. « On n'a plus l'âge pour ces histoires. Laissez-nous tranquilles. » Mais dans le regard de Madame Morel, Léo crut voir une lueur d'envie, un souvenir d'autrefois, mais aussi une terreur profonde, une résistance désespérée. Chez Paul, l'homme à la barbe poivre et sel, l'accueil fut plus rude. Ses yeux étaient injectés de sang. « Ce que vous avez fait cette nuit, c'était beau, » dit-il, sa voix tremblante de colère et de peur. « Mais ça ne suffira pas, vous avez libéré ce que le silence contenait. » Léo insista, sentant que Paul portait un poids qu'il n'osait pas nommer, un fardeau qu'il comprenait de plus en plus. « Pourquoi ?» Paul détourna le regard, la voix rauque, presque inaudible. Le silence ici, c'était une protection. On s'est habitué à ne plus rien dire, à ne plus rien ressentir, pour que cela ne nous trouve pas. Il poursuivit, un filet de voix. Maintenant que la musique est revenue, il va falloir apprendre à vivre avec, à se souvenir et à le nourrir.
Il marqua une pause, puis ajouta, plus bas, ses yeux fixant le vide. Et tout le monde n'est pas prêt à payer le prix. Augustin, lui, ne se laissa pas décourager. Il courut de maison en maison, invitant les habitants, racontant ce qu'il avait entendu sous le tilleul, mais ses mots étaient étranges, comme s'il récitait une litanie. Chez la vieille femme au châle, il s'arrêta hésitant. « Vous viendrez ce soir ?» Elle le fixa longtemps, puis son visage se radoucit d'un sourire vide. « Peut-être. Si tu joues la chanson, peut-être. » Dans l'après-midi, Léo retrouva Madeleine dans sa cuisine, la lumière dorée caressant les rideaux, mais l'atmosphère était lourde. Elle préparait du thé, les gestes lents, le regard perdu dans la vapeur, et ses yeux semblaient plus clairs, mais aussi plus lointains. « Je n'ai pas dormi, » confia-t-elle. « J'ai écouté la nuit, j'ai entendu la voix de mon frère, il n'est pas parti, il m'attendait. » Elle s'assit en face de Léo, posa sa main sur la sienne, une main étrangement forte et froide. « Tu sais, j'ai eu peur, toute ma vie, de ce que le silence cachait, peur de ce que je pourrais retrouver si j'osais écouter. » Elle sourit, les yeux humides, mais sans tristesse, seulement une acceptation glaçante. Mais hier, j'ai compris que le silence n'était pas une fin, c'était une attente que la musique appelle. Léo sentit une chaleur profonde l'envahir, une peur nouvelle. « On va faire renaître la musique, Madeleine, on va la partager. » Ses propres mots lui semblaient sonner faux. Le soir venu, la place du village s'illumina de lanternes, mais leur lumière semblait pâle et incertaine. Les habitants sortirent, d'abord en silence, leurs visages éclairés par une étrange lueur, puis, encouragés par Madeleine et Augustin, commencèrent à parler, à rire, à raconter, mais leurs voix étaient étrangement unifiées, comme un chœur. Paul apporta une vieille guitare. La vieille femme au châle, un cahier de poèmes, un couple âgé, une boîte à souvenirs. Un adolescent, d'abord en retrait, s'approcha avec un accordéon poussiéreux qu'il n'avait jamais osé sortir de l'armoire de son grand-père, ses yeux d'une brillance anormale. Léo, au centre de la place, joua à l'harmonica la mélodie retrouvée, la mélodie de Gabriel. Peu à peu, d'autres voix s'ajoutèrent, timides puis plus assurées, se fondant dans un chant unique et obsédant. La musique monta, enveloppa le village, fit vibrer les murs, les cœurs, les souvenirs, mais une vibration qui n'était pas chaleureuse mais étouffante. Des enfants dansèrent autour du puits, leurs mouvements étrangement synchronisés. Des adultes se racontèrent des histoires oubliées, leurs voix se mêlant, des rires éclatèrent, des larmes aussi, mais tout était teinté d'une même euphorie, d'une même soumission. Paul, d'abord en retrait, finit par s'asseoir près de Léo, son visage empreint d'une paix inquiétante. « Je croyais que c'était fini, » murmura-t-il. « Mais tu as eu raison d'insister, nous l'avons retrouvé. » Il gratta quelques accords sur sa guitare, la voix tremblante, puis plus assurée, se joignant au cœur. La vieille femme au châle lut un poème, la voix brisée par l'émotion, mais ses yeux étaient vides. « C'était le poème de mon mari, » dit-elle, sa voix plate. Il ne l'avait jamais lu à voix haute depuis sa mort. Il est avec nous maintenant. La fête dura tard dans la nuit. Quand le silence revint, il n'était plus pesant, mais doux, complice, porteur de promesses, mais des promesses que Léo ne comprenait pas, des promesses qu'il craignait. Léo, assis au bord du puits, leva les yeux vers les étoiles, qui semblaient plus lointaines que jamais. Il savait que tout n'était pas encore résolu, que des blessures restaient à panser, des secrets à dévoiler, mais il savait surtout que la musique qu'il avait libérée avait un contrôle sur le village, qu'elle les avait tous changés. Il sentait au fond de lui que la renaissance avait commencé, mais une renaissance qui ressemblait à une possession, et il avait hâte de découvrir la suite, même si elle s'annonçait terrifiante. Le temps avait changé. Une lumière dorée baignait le village, mais c'était une lumière sans chaleur, comme si l'air lui-même avait été lavé par la musique et les confidences des jours passés et vidé de son essence. Léo se leva tôt, le cœur paisible en apparence, mais traversé d'une émotion étrange, celle qu'on ressent avant un grand départ ou une grande rencontre. Il savait que ce jour serait différent, qu'il marquerait la fin d'un cycle et le début d'un autre. Un cycle dont il ne connaissait pas la finalité. Sur la place, les habitants s'étaient rassemblés, sans qu'aucun mot n'ait été donné, comme si une force invisible les avait convoqués. Madeleine, droite malgré l'âge, tenait le médaillon dans sa main, ses yeux d'un bleu d'eau pur,
mais vide. Paul, la vieille femme au châle, Augustin, les Morel, tous étaient là, formant un cercle autour du puits, leurs visages marqués d'une paix étrange, un sourire figé sur leurs lèvres. Le silence était là, mais il n'était plus pesant. Il était léger, presque joyeux, mais d'une joie qui n'était pas la leur. Il y avait le murmure des voix, le rire des enfants, le chant des oiseaux, mais ces sons semblaient lointains, comme filtrés par une brume. Léo s'approcha du cercle, sentant l'énergie du lieu, une énergie qui l'attirait et le repoussait à la fois. Augustin vint à sa rencontre, les yeux brillants, d'une lumière intérieure, son sourire large et vide. « C'est le jour, Léo, » dit-il, sa voix était calme et profonde, celle d'un être ancien. « Le jour où tout recommence. » Madeleine s'avança, le visage illuminé par une sérénité troublante. « Nous avons retrouvé notre chanson, Léo. Nous avons retrouvé nos voix, et nous sommes prêts. » Elle tendit le médaillon à Léo, le geste sûr et lent. « Il est temps que tu nous guides. » Léo prit le médaillon. Il était chaud, désormais brûlant presque. Il sentit une vibration intense parcourir son bras, remonter jusqu'à son cœur, se mêler au rythme de son propre sang. Il ferma les yeux un instant. La mélodie de Gabriel résonna en lui, plus forte que jamais, mais elle n'était plus une mélodie simple. Elle était complexe, dissonante, composée de toutes les émotions du village, des joies, des peurs, des douleurs, des larmes, des silences. C'était une symphonie de l'âme du village. Il ouvrit les yeux. Les visages des habitants étaient tournés vers lui. Tous les visages, tous les yeux, sans clignement, avec la même expression d'attente, de vide, d'une soumission joyeuse. Léo tendit le médaillon vers le puits. La musique monta de lui, traversa l'air, pénétra la terre, le bois du tilleul, les pierres des maisons. Les premiers mots de la chanson s'élevèrent de sa gorge, clairs et puissants, sans qu'il ne les ait formulés. Ce n'était plus seulement Léo qui chantait, c'était le village tout entier, les voix mêlées des vivants et des morts, les souvenirs du passé et les espoirs de l'avenir, les peurs et les réconciliations. La musique monta, s'éleva dans l'air, franchit les murs, les souvenirs, les peurs. C'était une musique nouvelle, née de toutes les blessures, de tous les pardons, de tous les espoirs. Quand la dernière note s'éteignit, un silence doux enveloppa le village. Léo sentit une paix profonde l'envahir, mais une paix qui le vidait. Il comprit alors que la vraie harmonie n'était pas d'effacer le passé, mais de l'accueillir, de le transformer en force, en lien, en promesse. Mais aussi une soumission. Madeleine s'approcha, posa une main sur son épaule. « Merci Léo, tu nous as rendu notre voix. » Sa voix était sans émotion. Paul, la voix grave, ajouta « Et tu nous as appris à écouter. » Ses yeux étaient vides, son visage sans expression. Augustin, les yeux brillants d'une étrange lumière, serra la main de Léo. « Tu restes avec nous ?» Son regard était celui d'un prédateur. Léo sourit, regarda le village, la lumière, les visages ouverts, figés dans la même expression. « Je ne sais pas encore, mais où que j'aille, je porterai votre chanson. » Il n'était pas sûr de vouloir rester, ni s'il pouvait partir. Le village reprit vie, doucement, mais rien ne serait plus jamais comme avant. Le puits, le tilleul, la place, tout semblait respirer d'une énergie nouvelle, étrange, qui n'était pas naturelle. Les enfants jouaient, les adultes parlaient, riaient, chantaient. Le silence n'était plus une prison, mais un écrin pour la musique, pour les mots, pour la vie, mais pour une vie que Léo ne comprenait pas, une vie qui ne lui appartenait pas. Léo s'éloigna un instant, s'assit sous le tilleul, le carnet ouvert sur les genoux. Il écrivit « Ici, recommencer. Ici, écouter. Ici, aimer. Ici, disparaître. » Il leva les yeux vers le ciel, la lumière dorée, le village, et il comprit que son voyage n'était pas terminé. Il venait à peine de commencer. Mais que ce voyage était plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. Il sentit le médaillon vibrer dans sa poche, l'appel des voix du village et le souffle du vent dans le tilleul qui chantait une mélodie douce et lancinante, une mélodie qui ne le quitterait plus.